Bonjour et bienvenue dans ce 98e numéro de Terres et Vignes de l'Aube. Aujourd'hui, avec nos invités, nous allons dresser le portrait de jeunes qui ont choisi d'exercer une activité agricole. Plein d'idées et d'énergie, ils sont d'ailleurs récompensés par les JA à l'occasion du concours des jeunes agriculteurs. Une partie de ces projets, parfois insolites, ont déjà été présentés lors des précédentes émissions. Nous allons voir comment les JA les mettent en avant. Je vous laisse découvrir le sommaire. Aujourd'hui, Terres et Vignes de l'Aube revient sur les 3 projets des lauréats du concours des jeunes agriculteurs. Le retour sur l'actu sera viticole et agricole. La rubrique « Comment ça marche » délivre des conseils pour une activité de saison, la découpe du bois en forêt, et ce, en toute sécurité. La rubrique « Contre-champ » présente quant à elle un métier insolite et indispensable, pédicure bovin. Pourquoi les vaches se font-elles refaire les ongles? Réponse en fin d'émission. Voilà, tout un programme. On va commencer par les jeunes agriculteurs. Ils sont à l'honneur ce soir. Une personne qui les connaît bien est dans ce studio. Il s'agit d'Adélaïde Van Merville. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes animatrice installation aux jeunes agriculteurs de l'Aube. La 19e édition du concours des JA, c'est comme ça qu'on dit, a eu lieu le mois dernier, en décembre. Ce concours se déroule tous les 2 ans. C'est quoi son but ? Le but, c'est une action de communication auprès du grand public. Donc, c'est d'expliquer au grand public qu'il n'y a pas qu'un type d'agriculture, il y en a plusieurs. Il y a autant d'agriculture que de porteurs de projets. Donc, de parler de nos agriculteurs au bois et de leurs produits locaux. Et ces jeunes représentent cette diversité en quelque sorte ? Tout à fait, entre autres. Donc, c'est une infime partie, mais en effet, ils représentent cette diversité. Alors à vos côtés, Guillaume Partiot, vous êtes producteur de légumineuses, on le voit bien devant vous avec votre propre marque Jolie Campagne. Vous êtes producteur à Chasseret et vous êtes ici parce que vous étiez membre du jury de décembre 2015. Mais finalement, comment ça marche? On a vu quelques images, les candidats sont tout seuls devant un immense jury, mais comment ça marche concrètement? Alors bon, ça, effectivement, en fait, on se réunit tous ensemble, donc avec les différentes OPA du monde agricole du département de l'Aube. Et puis donc chaque porteur de projet se présente sur une dizaine de minutes et puis on a après une séance questions sur laquelle on peut les interroger sur leur projet. Ça déborde pas mal parce que les sujets sont très intéressants, les projets très intéressants. Et donc et on a beaucoup de questions à leur poser. Et ça nous permet aussi de les départager. Et donc, combien de candidats cette année? Alors il y avait 5 candidats cette année, donc 5 porteurs de projets. Et Christian, vous avez rencontré les lauréats de ce concours. Ils vous ont présenté leurs initiatives. Justement, le projet, le gagnant en quelque sorte, le premier lauréat du concours des jeunes agriculteurs, paraît tellement insolite qu'il a déjà attiré l'attention de Canal 32. Un couple s'est reconverti dans l'élevage d'escargots. Installés à Vonon, ils ont réalisé leur première vente en 2015 et l'exploitation se nomme les escargots du Pays d'Hôte. Je propose de voir ce couple et surtout comment ça marche. Dans un instant. Alors oui, on voit peut-être des images déjà de ce concours des JA qui a abouti en fait à la détermination des lauréats dont c'est ce couple qui élève, si je puis dire, des escargots. C'est surtout madame en fait qui est passionnée des escargots depuis la jeune enfance. Elle en élève, elle connaît tout sur la reproduction. Elle élève des gros gris parce que les escargots de Bourgogne, il faut savoir qu'ils sont tous importés. Donc elle vend des gros gris, elle prépare tout elle-même. Et bien justement, je vous propose qu'on voit tout ça en images. Vous êtes ici en plein cœur du Pays d'Hôte, dans le nouvel élevage hélicicole de Vonon. 350 000 gros gris vivent dans ces 900 mètres carrés. Jennifer, la maîtresse des lieux, connaît tout de l'escargot. Pour éviter les prédateurs, ils se cachent en dessous, ils se cachent surtout des intempéries, de la chaleur. Et le soir venu, après l'arrosage, ils sortent. Le projet un peu fou sur le papier est né il y a 2 ans dans la tête de ce couple de trentenaires. Le parc a ouvert ses mangeoires au printemps 2015, après une étude de marché et de nombreuses lectures et rencontres avec des spécialistes du sujet. L'idée, elle est venue tout simplement à la base d'une envie de changer de vie professionnelle et de changer de vie tout court pour les enfants. Et surtout, il est né d'une passion. Depuis toute petite, dès qu'il pouvait y avoir une émission qui passait sur l'escargot, j'étais la première devant. J'avais plusieurs terrariums dans la chambre où j'étudiais déjà la reproduction, le démoulage des pontes, la naissance des petits. Sa production, Jennifer la commercialise notamment sur les marchés, avec conseils et explications sur cet étrange élevage.
Une fois que le four est bien fort, vous enfournez directement. Oui. Et par contre, il ne faut pas partir très loin, ça va très vite, entre 6 et 8 minutes selon le four. L'escargot est beaucoup plus moelleux que les autres qu'on a pu goûter, que les bourgognes. Oui. L'élevage consiste à faire donc grossir la bête relâchée en mai. Tous nos escargots sont transformés chez nous dans notre laboratoire de transformation où on met un point d'honneur à travailler en frais. Tous les escargots sont courbouillonnés au chablis et revendus sous forme classique, en coquille ou en croquille, sans oublier les tout nus. Les tout nus, d'après ma fille, c'est les escargots qui ont perdu leur coquille. Voilà, elle a un peps incroyable. Adélaïde Van Mervelde, il y avait quand même 5 candidatures incroyables, j'ai presque envie de dire. Comment vous faites dans le jury pour sélectionner? Quels sont les critères? Les critères, c'est d'abord l'esprit de chef d'entreprise, c'est l'innovation, la création de valeur ajoutée, la création d'emplois. Et ce qui va faire la différence, ça va être vraiment l'enthousiasme et la passion des candidats. Et chaque jury a une petite grille, je crois. Oui, tout à fait. Chaque jury a une petite grille de notation pour l'aider justement à juger les candidats et faire un choix. C'est dur de choisir? Oui, c'est dur de choisir. Oui, même moi qui ne suis pas jury, j'avoue que j'aimerais pas être à leur place. Alors Guillaume Partiot, vous étiez dans le jury en tant que membre des JA et aussi vous avez été 2e lauréat en 2013, donc vous voyez les deux côtés de ce concours. Tout d'abord, pour rappel, quelle est votre activité exactement? Alors donc comme on l'a dit, je suis, voilà. Nous sommes, parce que c'est une histoire de famille, producteurs de légumes secs dans le sud du département de l'Aube. Et donc on commercialise une gamme de divers légumes secs. Et c'est ce que vous aviez présenté quelque part en tant que lauréat? Oui, tout à fait. Alors on était au départ que sur la lentille verte, maintenant il y a une gamme un peu plus complète, donc il y a une évolution sur le projet, quoi. Et ça date de 4 ans, je crois. Hein. Oui, voilà. Et quel a été votre ressenti quand on vous a dit que vous êtes lauréat? Là, je parle du lauréat et pas du monde du jury. Tout à fait. Ça permet c'est une petite satisfaction personnelle de pouvoir présenter son projet. Et puis, ça permet aussi de se réassurer auprès du monde agricole. Ça permet aussi de faire un peu de publicité auprès du grand public. Et se donner une crédibilité à soi-même. C'est ça, exactement. Oui, quand on crée un projet, on est toujours, on cherche à se réassurer et à essayer d'éclaircir un peu l'avenir qui est parfois un peu flou. Voilà, exactement. En tout cas, Fabrice, je propose à présent de voir le 2e lauréat du concours des JA. Nous avons vu tout à l'heure une reconversion professionnelle et à présent, il s'agit d'une reprise d'exploitation. Le voilà, ce jeune homme. Il a repris les pépinières Cassia à Lémont. À 27 ans, Édouard Guyot imagine déjà de nouveaux services afin de maintenir la réputation de ce lieu. Et je propose de voir comment grâce au sujet suivant. À 27 ans, Édouard Guyot, bac agricole en poche, a tout mis en œuvre pour devenir pépiniériste. Ensuite, je suis parti dans la région d'Angers faire un BTS production horticole et puis une année de licence en gestion d'entreprise d'horticulture et du paysage. Suite à mes études, j'ai réussi à trouver un travail ici auquel je suis resté salarié pendant 5 ans. J'ai repris la partie production et vente de végétaux et mon ancien patron a gardé la partie paysage parce que les entreprises horticoles dans la région, il n'y en a pas beaucoup. Donc je pense que c'était la seule opportunité que j'aurais pu avoir pour m'installer. C'est un bosseur qui s'y connaît aussi dans le métier puisque ça doit faire 5 ans qu'il est là. Hein. Le temps de se faire connaître de la clientèle et de rassurer sur le niveau de prestations qui font la renommée de la pépinière Cassia et ce depuis 30 ans. Pépiniérie, c'est vraiment un métier agricole. Ici on produit 80% de nos végétaux. Voilà. Donc essentiellement des arbres et des arbustes. Nous ne faisons pas de petites fleurs, de plantes à massifs. Nous faisons entre 300 et 400 variétés d'arbres et d'arbustes différents, avec une production dans les 6 à 7 000 arbustes par an. Dès mon installation, j'ai créé un nouveau catalogue, parce que ça donne plus d'informations aux clients. On passe vraiment beaucoup de temps avec notre client, on fait le tour vraiment de tout notre espace de vente et on leur propose toutes les variétés qui pourraient aller dans leur massif. Donc c'est vraiment le conseil professionnel. Et c'est un professionnel que ce lauréat du concours du jeune agriculteur a présenté 2 de ses nouveaux projets. Quand le client vient acheter une plante chez nous, il va recevoir automatiquement un email. Cet email va lui expliquer comment il faut la planter, à quelle époque il faut la tailler, etc. Dès cet été, on va construire un nouvel espace de vente pour les particuliers, pour pouvoir mieux présenter les végétaux, élargir encore un petit peu la gamme. Et puis pourquoi pas faire un peu de poterie. Passionné, Édouard Guyot a l'intention de servir ses clients jusqu'à sa retraite, ici à Lémont.
jusqu'à sa retraite, il a le temps encore. Hein. On voit qu'il a pas mal la pêche. Guillaume Partiot, toujours dans l'optique de mieux comprendre l'intérêt du prix d'IGA. Qu'est-ce qu'on gagne? 1 million d'euros C'est ça. Le Tour de France Non, mais on gagne quelques cadeaux, hein, bien sympas, quelques lots, des magnums de champagne, divers cadeaux fournis par les OPA. Mais c'est surtout aussi l'occasion de présenter son projet, de rencontrer beaucoup de contacts dans le monde agricole. On est Est-ce que parfois ça vous a isolé. aidé à améliorer le projet? Ça peut, on peut rencontrer des gens de la chambre d'agriculture, on peut rencontrer des gens du monde bancaire, donc ça peut permettre d'étoffer le projet et de... Mais info pratique, si on veut devenir comme vous lauréat du prix du GIA, il faut se lancer dans l'agriculture. Mais finalement, on s'adresse à qui? Il y a la chambre d'agriculture, vous avez cité des OPA, il y a les professionnels. On tape à quelle porte C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, mais en tout cas, il y a un seul lieu et un seul endroit où on peut se lancer, c'est le point accueil-installation. Donc, il y a une association qui a été montée par les jeunes agriculteurs. Et donc, c'est vraiment à cette porte-là qu'il faut taper. C'est l'endroit où on peut débuter un projet et en tout cas commencer son projet d'installation. Et réussir comme vous. Allez Christian, on va découvrir le 3e lauréat du prix du GIA. Il a déjà été présenté dans cette émission. Oui, on le connaît bien ici. On l'a vu le mois dernier. Il s'agit de Mathieu Verger. Nous l'avons présenté donc le mois dernier car il a lancé sa production de sapins. Une production plutôt originale, récompensée par le 3e prix du concours des GIA. Et je propose de revoir une brève présentation de son activité à Bercenay-en-Othe. À 21 ans, Mathieu Verger n'a ni la tenue rouge ni la hotte du Père Noël et cependant son travail lui permet d'être présent dans les foyers au bois. Pépiniériste horticulteur, ici on produit que du sapin de Noël. Là c'est la période où on fait vraiment tout le chiffre de l'année, même titre que les céréaliers qui vivent de leur métier en faisant qu'une récolte par an. Créé en 2013, sa société Noël Success lui permet de commercialiser 2 types de sapins. Alors ceux-ci, Norman, les aiguilles sont plus plates. Pas d'odeur, mais par contre une très bonne tenue dans le temps. Et l'épicéa, plus piquant, mais qui résiste beaucoup moins à la chaleur. Vente directe, grossiste ou détaillant, sur 11 hectares, 100 000 arbres sont plantés. Ceci exige un suivi permanent. Là, on arrive sur la parcelle d'essai. C'est une des premières qui avait été plantée. C'est vraiment une parcelle où on fait tous les essais de taille et de correction de branches, de fertilisation, etc. C'est la partie la plus compliquée du métier. Nous, tout de suite après la plantation, on passe tous les ans, on travaille à l'ébourgeonnement. Ça veut dire qu'on lui donne un gabarit de base. Et ensuite, on intervient en blessant légèrement la flèche principale pour le réduire en hauteur et bien le charger à ce niveau-là. Au début, vous gagnez que 10-15 cm par an. Et là, à partir de la 3e année, vous voyez, on a pris 25 cm sur la dernière saison de pousse. On taille les pieds pour les faire rentrer dans les bûches. Et on les passe sous filet. Le sapin parce que j'ai tiqué dessus quand j'avais 10-12 ans et depuis j'ai pas décroché. Mathieu Verger n'est pas prêt de décrocher. Il s'est fixé pour objectif d'atteindre un roulement de 15 à 20 000 sapins par an. Adélie van Wervelde, ces projets en milieu rural semblent contredire l'idée reçue que ce milieu rural, il se dépeuple. Vous avez une vision globale de tout cela. Est-ce que les personnes qu'on présente ce soir, ce sont des exceptions ou bien on a quand même pas mal de projets, de reprises, de création d'entreprises dans le milieu rural qui se mettent en marche? Dans l'Aube, le renouvellement des générations en agriculture se fait plutôt bien. Il y a en fait une installation pour deux départs d'agriculteurs. Ce qui est plutôt un exploit par rapport à d'autres départements. Oui, par rapport à d'autres départements. Et c'est vrai que dans l'Aube, alors c'est une infime partie malgré tout le genre de projet qu'on a vu, mais il y en a de plus en plus. Mais oui, les installations se passent quand même bien. Plutôt rassurant. Qui sont-ils ces candidats à s'installer dans le monde agricole? Est-ce que c'est forcément lié à un passif dans le monde agricole ou bien, comme on le voit là, ce sont des urbains qui se lancent? Qu'en est-il exactement? Donc, dans notre département, en majorité, ce sont des fils d'agriculteurs ou des neveux d'agriculteurs qui reprennent l'exploitation familiale. Mais il y a aussi, et de plus en plus, de personnes qui font une reconversion professionnelle, qui décident de changer de vie parce qu'ils ont toujours aimé finalement la nature, travailler l'extérieur, etc. Et peu importe l'âge, on voit beaucoup de personnes, aussi bien 35 ans, 45 ans, voilà. Donc, tout type de personnes. Merci à nos invités. Je vous propose maintenant de découvrir les différentes chroniques de Terres et Vignes de l'Aube et d'autres initiatives agricoles, notamment avec la rubrique Retour sur l'actu.
Et Christian, ce début janvier, des Aubois célèbre évidemment le saint patron des vignerons. Et oui, il s'agit de Saint-Vincent. Alors les Saint-Vincent ont lieu le 15 janvier à Bar-sur-Seine et le 23 janvier à Bar-sur-Aube. Et je propose de nous plonger dans l'ambiance des défilés et des costumes grâce à l'extrait de ce reportage réalisé par Aurélie Juignet. La Saint-Vincent est officiellement célébrée le 22 janvier cette année. Les festivités ont débuté vendredi dans le bar sécanais. Les représentants des 5 vallées et des maisons de champagne locales se sont rassemblés pour un défilé et une célébration religieuse. Ce rendez-vous est hautement symbolique pour les viticulteurs. Grâce à cette cérémonie, ils espèrent s'attirer les bonnes grâces du saint patron afin d'obtenir une belle récolte en 2016. C'est très important parce que faire la Saint-Vincent, c'est rendre hommage. D'abord, c'est déjà remercier notre saint patron, Saint-Vincent, de la belle récolte qu'il nous a donnée pour cette année et pour les années précédentes. Et aussi pour l'implorer qu'il nous donne une bonne récolte pour l'année à venir. Les habits traditionnels sont donc de rigueur pour honorer Saint-Vincent. C'est les vêtements de nos aïeux, pour un peu les représenter, parce que c'est grâce à eux qu'on en est là et tout ce qu'on a aujourd'hui. Ma tenue est la tenue de la commanderie du Saute-Bouchon, qui est donc une commanderie à la gloire du Champagne et de la Champagne. Donc dans cette tenue, nous représentons et nous nous mettons dans les plus beaux habits pour faire honneur à la Champagne. C'est une habitude vigneronne de clôturer par un verre de l'amitié, surtout dans ces temps un peu troublés où l'amitié et la solidarité c'est très important. Samedi, la Saint-Vincent était fêtée à Reims. Le saint patron sera célébré à Bar-sur-Aube samedi prochain à partir de 15h30. J'ai toujours rêvé d'être en costume comme ça. Je suis sûr que ça vous irait très bien. Ah mais un jour ce fantasme sera accompli. Autre actualité, on part de la tradition et on va vers la modernité. Le 28 janvier, Terres et Vignes organise sa 7e conférence sur le développement. Oui, ça se déroule à l'amphithéâtre du centre sportif de l'Aube, pour être précis de 15h à 18h. Son sujet, vraiment moderne, le big data en agriculture. Alors le big data consiste à utiliser et interpréter les quantités énormes d'informations collectées par nos appareils numériques. Et vous le voyez, 4 interventions de spécialistes sont prévues sur ce thème. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'est une révolution sismique dans le monde de l'agriculture. Dernière actualité, je ne sais pas si c'est sismique, mais en tout cas, ça en est une. C'est une nomination, celle de Baptiste Gatouya. Il est longtemps président des JA de l'Aube. Il a intégré le bureau des jeunes agriculteurs nationaux en septembre. Une montée en responsabilité qui permet de mieux comprendre les rouages de l'administration à la française. Je propose de l'écouter. En fait, on fait un petit peu la même chose qu'en département, mais au niveau national. Ça veut dire qu'on défend les dossiers sur les directives UNITARAD, sur les normes environnementales, et aussi sur le développement des filières, donc grande culture essentiellement, et aider les départements à développer les filières locales. Donc quand ils ont besoin d'un coup de main sur certains dossiers, on les aide via les ministères, via les filières, les organismes, les industriels. On essaye de mettre de l'huile dans les rouages et de faire avancer la filière grande culture, lait. Voilà. Et moi, je serais un peu plus attaché à la partie grande culture et environnement. Et des fois, sur le terrain, on se dit que ça avance pas très vite, mais une fois qu'on a vu un peu comment ça se passait, on comprend pourquoi des fois ça avance pas vite. Le chemin législatif français est très long, les opérateurs sont nombreux, donc le temps de mettre tout le monde d'accord, ça prend beaucoup de temps. Baptiste, un habitué de Terres et Vignes, on le salue bien. On passe maintenant à la rubrique Comment ça marche. Et un sujet d'actualité dans Comment ça marche, on va parler de l'affouage. Alors l'affouage, c'est le droit de collecter du bois dans les forêts communales. C'est une tradition très très ancienne et celle-ci n'est pas sans risque, on s'en doute, avec des tronçonneuses notamment. Et c'est pour cela que la MSA et le site de Crony proposent des formations pour les particuliers et les professionnels. Et je propose de voir ce sujet. L'affouage est le droit de prendre du bois dans une forêt. Il se déroule logiquement de novembre à avril. On fait l'affouage l'hiver parce que quand il n'y a pas de feuilles, c'est plus facile pour la récolte et ça permet de mieux garder le bois, de mieux le conserver, le fait qu'il n'y ait pas de sève. Si de façon ancestrale, le bois des forêts communales est réservé aux habitants, l'étape de l'abattage n'est pas sans risque, même pour le professionnel. J'ai l'impression que mon arbre va dans cette direction-là. Le souci, c'est que si j'abats ici, je vais casser d'autres arbres qui ne sont pas marqués. Ça, c'est interdit. Et en plus, c'est dangereux, puisque si l'arbre recule, je suis derrière. C'est pas une bonne idée, c'est vraiment dangereux. On a les accidents par coupure de tronçonneuse, coupure qui arrive surtout aux membres inférieurs. Ensuite, une deuxième catégorie, c'est
c'est ce qu'on appelle les raquettes. Les raquettes, c'est des bois qui sont tendus. Et dès lors que le bûcheron met la tronçonneuse, les bois étant tellement tendus, ils se détendent et viennent frapper le bûcheron. Troisième catégorie, c'est des accidents de plein pied où le bûcheron, la fougiste, va tomber au sol parce que le terrain n'est pas plat et glissant. Quatrième catégorie d'accidents, ce sont les chutes d'arbres, chutes de branches. Et en général, la cinquième catégorie, c'est les autres accidents, c'est-à-dire l'accident avec la serpe, coupure par serpe, coupure avec projection avec le merlin, coup de merlin, etc. Regarde bien en haut, regarde bien en haut. C'est quoi le dernier geste quand il tombe? Alors le dernier geste, c'est ce qui sauve une vie parce que tout simplement, si vous avez une branche sèche qui casse, elle revient systématiquement utile. Du coup, MSA et le site de Crony délivrent des conseils de sécurité. Ils portent sur le matériel, des conseils et la tenue, comme par exemple un pantalon spécifique. Qui comporte une couche de Kevlar qui va arrêter la chaîne de tronçonneuse. Ensuite, les chaussures ou les bottes anti-coupure. Et puis ensuite, le casque forestier. Également, très important, la veste. Visible, haute visibilité. Et puis pour terminer, les gants. Ne jamais aller en forêt tout seul. Deuxièmement, toujours en arrivant sur le chantier, garer la voiture prêt à partir. Et puis se munir d'un téléphone portable et surtout vérifier s'il y a un réseau ou pas. Des journées de prévention sont proposées. Elles se déroulent en 2 temps et abordent tous les aspects de la sécurité lors de la fouage. Tout d'abord la matinée en salle où on aborde donc l'intérêt de porter les équipements de protection individuelle, notamment donc le casque, le pantalon, les chaussures. Ensuite tout ce qui concerne l'entretien et les équipements de sécurité qui sont sur la tronçonneuse. Également l'affûtage de la tronçonneuse. Et puis donc l'après-midi, nous allons sur le chantier pour mettre en pratique à travers des exercices donc tout ce qui concerne l'abattage et le façonnage des bois. Les gestes de secours, qu'ils soient en forêt ou dans la vie de tous les jours, une fois qu'ils sont acquis, ils peuvent éventuellement être déployés quel que soit le terrain sur lequel on se trouve. 3 à 4 formations de ce type sont proposées chaque année. Pour s'inscrire, il suffit de contacter la MSA ou le site de Crony. Merci Christian pour toutes ces explications sur la fouage. Maintenant, ne zappez pas, dans la rubrique Contre-champ, on va vous parler de la pédicure pour bovins. Et oui, ça existe. Alors évidemment, chaque mois, on propose une vision décalée du monde de l'agriculture. Mais alors là, pour le coup, vous avez fait très fort, Christian, ce mois-ci. On va parler des vaches qui font refaire leurs ongles. Alors ça peut paraître normal pour des bêtes de concours, voilà, mais j'ai appris que les bovins d'élevage avaient droit régulièrement à donc un pédicure pour bovins. C'est étonnant et pourtant indispensable. Et à ce propos, je propose d'écouter Jean-Charles Pélissot, c'est le spécialiste de l'Aube pour 2 autres départements. Et on va comprendre pourquoi et comment on réalise le pédicure pour bovins. À Torcy-le-Grand, l'éleveur Jacques Terret a de la visite. Jean-Charles Pélissot est venu avec son salon mobile de pédicure pour bovins afin de refaire les ongles d'une 30aine de vaches, un soin très demandé. En fait, la cage, je la transporte sur une remorque derrière la voiture. À l'heure actuelle, je suis plutôt à 2 mois de délai qu'autre chose. Donc tout ce qui est intervention en urgence, c'est plus le vétérinaire ou l'éleveur qui s'en occupe. Car refaire les ongles des vaches est ici indispensable. L'éleveur a d'ailleurs présélectionné les urgences. En fait, le but, c'est de les faire à peu près 1 fois par an et puis plusieurs fois celles qui ont des problèmes. Là, on a des animaux qui font environ 750 kg, qui sont répartis sur 8 onglons qui sont quand même pas très gros. Donc il faut répartir le poids au maximum pour qu'il n'y ait pas un onglon qui supporte plus le poids de la vache qu'un autre et donc qu'elle se mette à boiter. Une vache qui boite, en fait, elle mange moins, donc elle produit moins de lait, ou une vache allaitante, elle fait moins de viande et donc du coup une perte économique pour l'éleveur derrière. On a une longueur d'onglon d'environ 7 cm et demi et un angle de 45 degrés. Et donc le but du jeu, c'est d'essayer de faire en sorte que les deux soient symétriques. Jean-Charles s'est formé à Rennes. Ils ne sont plus que 2 pédicures bovins pour 3 départements. Originaire d'Hérissé, la passion des animaux plutôt que le champagne permet à Jean-Charles de maintenir sa motivation. Là, on est en phase de recrutement, mais on a du mal à trouver du personnel pour faire ça. C'est l'amour des vaches qui m'a amené à faire ce métier et pas rester dans les vignes comme l'a fait mon petit frère. Mes grands-parents avaient de l'élevage et voilà, j'ai été piqué par le virus de l'élevage étant petit. N'ayant pas trouvé d'élevage moi-même, je vais travailler dans l'élevage des autres.
Un travail indispensable pour le bien-être de ces vaches. En fait, nous, on peut changer de chaussures comme on veut. Les ongles, on se les taille aussi, à un moment ça casse. Sur les vaches, c'est pareil. S'il n'y a aucune usure qui se fait, donc on a une pousse de corne qui va devenir excessive, il y a une déformation de l'onglon et de l'aplomb, et donc la vache, après, elle va en souffrir aussi. Une souffrance qui peut virer à l'infection si rien n'est fait, comme par exemple les dermatites. En fait, la dermatite, c'est des germes qui s'attaquent à la peau. Les vaches se retrouvent à marcher avec un tissu qui est à vif. Donc, si vous voulez, c'est le principe de nous avec une ampoule à sang, sans chaussures, sans chaussettes, sur du béton, quoi. Différence de bâtiment et de mode d'élevage joue beaucoup. Il y a beaucoup moins de taille à faire sur des vaches de montagne qui marchent beaucoup ou des vaches qui pâturent que des vaches qui sont en zéro pâturage et sur du fumier, quoi. Au niveau de l'onglon, on a deux types de cornes. La sole, qui est la corne la plus souple pour amortir, et la corne extérieure qu'on appelle la muraille, qui est la plus dure, qui supporte le poids. Et donc, on a une petite jonction entre les deux qui est un point un peu fragile, donc des fois ça casse. Et quand ça casse, du fumier rentre dedans et les germes avec, et le risque c'est qu'il y a un abcès derrière, quoi. Là en fait j'ai fait un pansement avec un produit qu'on appelle du Ofit. C'est un produit à base de plantes. De plantes et de minéraux, aloe vera, sulfate de cuivre, sulfate de zinc. Pour la vache 26,96, la séance de pédicure a duré 15 minutes. Prochain rendez-vous dans un an. C'est formidable, c'est Vénus Beauté. Merci à Adélaïde et Guillaume d'avoir participé à cette émission. Et on se retrouve le mois prochain, Christian, pour de nouvelles découvertes agricoles. Vous l'avez vu, on répond toujours à nos promesses. Au revoir.